Christian? Christian Hugonnet, donc fondateur de cette semaine du son de l'UNESCO maintenant qui s'installe durablement au niveau national et international à travers une vingtaine de pays, qui est vraiment en cheville directe avec l'UNESCO maintenant et qui a pour but d'initier tout un chacun à l'importance du sonore sous toutes ses formes, que ce soit sur le plan environnemental ou ce soit le thème de l'enregistrement de la production du son ou celui de l'appréciation auditive, de la santé auditive. Troisième, quatrième thème, celui du rapport image et son, on y est là, on est au cinéma, c'est ce fameux rapport qui fait que le son est un constructeur de l'image et pas l'inverse. Et puis le dernier point, la musique comme un élément d'expression qui n'aurait peut-être pas dû être mis uniquement dans une case culture, mais qui aurait dû être mis dans une case sociétale. Donc ces 5 thèmes, effectivement, font la semaine du son, et c'est à travers ces 5 thèmes que, précisément, on essaye de promouvoir et d'amener cette conscientisation dans un monde extrêmement rétinien, qui fait qu'on regarde le monde et on oublie tout simplement un tout petit peu de l'entendre. Alors moi je suis Marie Massiani, je suis chef opératrice du son, donc en post-production, mixage principalement, voilà, sur de la fiction, cinéma et télévision. Et j'ai une grosse activité aussi en pédagogie, puisque je suis responsable pédagogique d'un nouveau diplôme de technicien du son à l'INA, et j'ai encadré beaucoup d'étudiants dans diverses écoles de cinéma. Gréco Casatsu, je suis compositeur, pédagogue et le président fondateur de l'Union des compositeurs de musique de film, qui a été créée il y a 20 ans et qui promeut la place de la musique à l'image, qui est sans doute le seul organe en France à le faire. Et mon premier métier était être directeur artistique chez EMI, où j'ai enregistré appartenait au monde classique. J'ai enregistré beaucoup de grands interprètes, donc ce qui m'a un peu forgé au monde du studio, parce que j'ai toujours été passionné par le monde du studio. Donc je suis un petit peu au carrefour de pas mal de choses, et voilà, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de masterclass, d'être professeur de musique à l'image au conservatoire du 12e arrondissement. Et puis je suis très heureux de participer à ce prix de la meilleure réalisation sonore aux côtés d'un jury très pertinent, très agréable, plein de ressources, et puis Cannes que je connais bien parce que on a eu l'occasion, grâce à l'association que j'avais montée, de créer plusieurs pavillons de la musique de film à l'image de celui-ci, et d'organiser monter des marches pour les compositeurs. Donc parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la musique à Cannes n'a peut-être pas tout à fait sa place, donc tout ce qui concourt à lui donner cette intensité par rapport au fait que nous sommes les 3e auteurs du film est bienvenu. Donc voilà pour ce qui est de notre présence ici, et qui est très intéressant. La composition du jury est toujours une composition qui se veut transversale. Il nous faut toujours un réalisateur, parce que nous donnons un prix, encore une fois, à un réalisateur, et non pas un technicien, parce que précisément, si le réalisateur, lui, est conscient du sonore, on peut supposer que derrière, ça pourrait suivre. Ça a toutes les chances de suivre. Donc, précisément, les ingénieurs du son seront intéressés, évidemment, et donc on auront les bénéfices, mais également la musique, les compositeurs, le designer sonore. Autrement dit, tous ces gens qui travaillent dans le domaine du sonore, en fait, seront récompensés. Donc, le réalisateur, oui, c'est un point essentiel. Mais il nous faut aussi un musicien, il nous faut chaque année un compositeur. Cette année, c'est Gréco Casatsu, et c'est un vrai bonheur de l'avoir avec nous cette année. Encore une fois, initiateur de cette association des compositeurs de musique de film. Enfin, je trouve que il avait la bonne place pour intervenir. Donc la composition musicale, également tout l'aspect, je dirais, lié à la technique, mais aussi donc au mixage. Et là, du coup, Marie Massiani était la bonne personne pour pouvoir intervenir là-dessus, sur ce thème-là, avec tout le recul, effectivement, qu'il nous fallait sur la conception même d'un design sonore. Et le troisième élément, on aime bien avoir une actrice ou un acteur qui nous donne également son appréciation en tant que sur le jeu, sur la dimension vraiment artistique qui est de l'approche du sonore. Et puis, comme nous avons lancé cette semaine du son, Janine Langlois-Glandier, qui est ex-présidente de l'INA, de la SFP,
RFO qui est aussi, je dirais, très impliqué dans le cinéma avec Gaumont, etc., et Pathé plutôt, c'était Pathé qui était sa structure, eh bien, elle nous donne également cette dimension de la production. Et puis, évidemment, moi-même pour avoir lancé ce projet. Je pense que nous sommes dans un monde, encore une fois, je le redis, et vraiment où précisément on pense que tout se construit souvent par le visuel. On aime regarder, on aime observer. On oublie tout simplement que la construction de l'image se fait véritablement par le sonore. Alors j'aime bien citer cette expérience que nous avions réalisée à l'IRCAM, où on montrait deux films de la même facture visuelle, donc deux films identiques, et sur l'un des deux, on dégradait en fait le son. Et là où le son était dégradé, eh bien, les gens à la sortie du film nous disaient que l'image était moins belle. Donc bien évidemment, le sonore est un créateur, est un constructeur d'images. Et il faut pas l'oublier cela. Donc il y a bien effectivement dans cette approche quelque chose de fondamental lié à notre vécu, notre fonctionnement naturel d'homme, je dirais, d'appréciation du monde extérieur. Donc le cinéma n'y échappe pas. Donc c'est dans cet esprit qu'il nous faut revenir sur des fondamentaux. Et je crois qu'il nous faut aussi amener toute une génération, toute une jeunesse aussi, qui s'intéresse terriblement à ce qu'elle voit par l'iPhone, par le smartphone, pour tout ce qui est visuel, l'amener précisément à écouter, car nous ne sommes pas assez dans un monde qui écoute et qui se pose véritablement sur des musiques, d'ailleurs qui, la plupart du temps, et j'ose le dire, manquent aussi de respiration, de dynamique sonore, qui sont souvent compressées, qui ont effectivement une qualité assez dégradée et qu'il va falloir retrouver très rapidement, sinon on ira tout à fait au mur. Donc on a besoin d'écouter un peu plus pour voir mieux. Une place énorme évidemment. Alors après c'est toujours, on va parler de son à l'image, hein. Donc moi j'imagine pas de toute façon la conception d'une bande son sans invoquer tout de suite le rapport évidemment qui doit être complètement imbriqué entre une histoire, une image et le son. Et en fait une bande son ça se construit avec une colonne vertébrale, hein, qui va être souvent la ligne dialoguée, les dialogues du film, et puis autour on va construire un peu comme un orfèvre. On va sculpter avec tous les éléments sonores, la matière sonore. Alors moi qui arrive en mixage, en fait, je vais récupérer toute la matière sonore donc du tournage, hein, faite par un ingénieur du son de tournage, par les monteurs son, par les musiciens, les bruiteurs. Et l'idée, ça va être de sculpter tout ça pour arriver à en faire un tout, alors non pas que harmonieux, mais évidemment qui est chargé de sens par rapport à l'histoire. Et alors harmonieux, ça veut dire on peut voilà, évoquer la dimension artistique, mais aussi il y a toute la maîtrise technique qui va te permettre d'arriver à ce résultat-là. Et la maîtrise technique, bah, ça va être gérer des rapports de niveau dynamique, gérer un équilibre spectral. Et puis, enfin voilà, c'est toutes ces dimensions qu'il va falloir prendre en compte et qui vont garantir après pour le spectateur en salle une diffusion confortable. Voilà. Pour ce qui me concerne, bien entendu, je baigne dans la musique, en plus venant d'une famille où la musique se perpétue depuis des décennies, voire des siècles. Je suis un peu tombé dans la marmite et ça a été difficile pour moi de ne pas m'y noyer, mais c'est une opération qui a réussi, heureusement. Et voilà, moi j'ai commencé un instrument à 2 ans et demi, et puis c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai voulu imaginer de faire autre chose que de la musique, eh ben, j'ai pas réussi, c'était pitoyable, c'était une dépréciation totale de ma vie, donc j'ai toujours pris énormément de plaisir à façonner quelque chose autour de la musique et à en faire mon métier. Alors, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit et la manière dont le son, puisqu'on est quand même plus dans le prix de la meilleure création sonore, même si la musique qui est incluse, mais c'est très très important de faire avoir une appréciation globale. En fin de compte, le gros problème qu'on a entre le son et l'image, c'est que vous prenez 2 images, vous les comparez, vous dites tenez, celle-là elle est plus rouge, plus verte que l'autre. En ce qui concerne le son est impalpable. Le son c'est du vent, ce n'est pas une matière, c'est quelque chose qui
qu'on ne peut pas retenir, qui passe entre les doigts pour arriver aux oreilles, donc, et qui en plus est totalement lié à sa comment dirais-je, sa composante temporelle, comme le cinéma. La différence entre le cinéma et une photo, c'est que justement, c'est la temporalité qui le fait aller d'un point à un autre. Le son se véhicule d'un point à un autre, et pour le comparer, c'est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui n'est pas, pour un néophyte, que vis-à-vis de l'image. C'est pour ça qu'il y a ce travail important de faire prendre conscience de l'importance du son, en règle générale, donc tout ce que fait la semaine du son, qui est un travail absolument énorme et nécessaire, et en même temps pour le cinéma, pour l'image animée, de montrer comment, si on retire le son, eh bien l'image devient soit totalement plate, soit sans aucune perspective horizontale. Mais c'est flagrant. Alors évidemment, je ne parle même pas d'effets avec du 5.1, du 7.1, etc. Une simple musique posée en stéréo sur une image qui défile, on la retire et l'image devient plate. Ça, c'est flagrant. Et en plus, quand l'image est très travaillée, on lui donne... quand le son est très travaillé, on lui donne une dynamique, on lui donne une profondeur, on lui donne quelque chose qui lui permet de rebondir sur elle-même. Et c'est un outil qui est très très important pour réussir notamment un film. Et je pense que les grands cinéastes, s'ils ne sont pas trompés, c'est quelque part, quand un film est réussi, il y a toute une structure sonore qui fait que, même si elle est inconsciente, et c'est une des caractéristiques justement de la structure sonore, et en particulier la musique, ça touche à l'inconscient, et bien c'est là où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de plus. Alors on a des critères d'évaluation, hein, donc on a une grille qu'on s'est partagée, je ne vous la donne pas parce que ça reste un peu secret, mais quand même c'est une grille qui nous permet d'avoir des approches un peu organisées quand même sur les voix. Tiens, on va vous donner par exemple une des clés, c'est la qualité sonore d'une voix, et j'aime bien citer ce que me disait Costa Gavras, qui me disait lorsqu'il choisit des musiciens, des comédiens, eh bien il les choisit aussi en fonction de leur voix pour en faire une symphonie. Il faut que ça se réponde, il faut que chaque comédien soit en correspondance avec l'autre, hein. Il me parlait de Simone Signoret, Simone Signoret et Montand, qui avait effectivement il me disait c'était un plaisir incroyable de les avoir tous les deux parce qu'ils avaient des timbres qui se répondaient vraiment. Et c'est donc en fait c'est une espèce de symphonie qui se crée, et quand on construit en fait des dialogues, donc quand on pense aux acteurs, on doit penser précisément à leur voix. Alors personne ne s'en rend compte de ça, hein. Ça reste complètement, c'est pas conscientisé par celui qui le regarde, qui écoute, mais ça fonctionne très bien et ça a un rôle important dans la crédibilité du sujet. Maintenant, il y a d'autres éléments sur le design sonore, sur l'importance des ambiances, sur la qualité de la musique, on a dit tout à l'heure, mais également sur le rythme, sur la notion d'intensité, les pauses, les silences, la dimension narrative, précisément du sonore. Enfin, on a des critères comme cela qui sont tout à fait précis et qui permettent, que l'on coche par plaisir pour savoir de 1 à 5, qui nous permettent de savoir un peu où on en est, pour ensuite en discuter entre nous au sein du jury. Donc c'est une approche je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas qui donne des résultats. Ben oui, puis jusqu'à maintenant, on a déjà eu des discussions un peu informelles, hein, sans vraie délibération, mais déjà il en ressort quand même certaines bandes son qui émergent, hein, et globalement on est tous d'accord, j'ai l'impression. C'est un très bon jury. Oui. Voilà. C'est un excellent jury où il y a des petites dissidences qui est absolument nécessaire parce que sinon on ne serait pas dans la dynamique et puis ce ne serait pas drôle. Mais on est à peu près d'accord sur la globalité. Et puis je pense qu'on a tous conscience que le cinéma c'est un métier d'émotion. C'est-à-dire quelque part on transmet de l'émotion. Il y a des centaines, des milliers de formes d'émotion. Mais la musique est aussi, comme le son, un vecteur d'émotion. Et quand l'un correspond à l'autre, vous pouvez avoir une image, une séquence qui est magnifique, vécue au niveau d'émotion, et une bande-son qui n'est pas à la hauteur et qui va détruire une partie de cette émotion. Donc la séquence va pas être réussie.
Et inversement, il peut y avoir aussi une magnifique bande-son avec du sound design, avec une prise de son, des directs qui est parfaitement réussie, puis une image qui est pas belle, et là, il y aura quelque chose qui ne sera pas en harmonie. Mais je te laisse dire comment tu apprécies le fait qu'une mauvaise bande-son, allez, je te laisse la parole, salit le film. Oui, là, une mauvaise bande-son salit évidemment le film, et fait qu'on ne va pas dire que l'image, encore une fois, que le son est mauvais, on va dire non, l'image n'est pas bonne, là, ça ne marche pas, quoi. Je veux dire, on ne va pas aimer, mais les gens ne sauront pas le dire, ne sauront pas l'exprimer. C'est assez étonnant, ça. Et encore une fois, pour aller plus loin dans ce que disait Gréco, c'est qu'on n'a pas de vocabulaire, en plus. Non seulement c'est impalpable, le sonore, mais les gens n'ont pas de vocabulaire pour exprimer ce qu'ils ressentent sur le plan sonore. Donc ça pose un sacré problème. Donc en fait, on parle de l'image, on parle de ce que l'on voit, et on rejette, effectivement, globalement, et on oublie tout simplement que précisément c'est tout ce travail du sonore qui a construit justement cette image. Alors ce que je voulais dire aussi, c'était préciser également qu'on écoute avec nos oreilles, on voit le film avec nos oreilles, ce qui est une expérience assez difficile et assez pénible quand même. C'est-à-dire que écouter un film, regarder un film dans sa densité, en écoutant en permanence ce qu'a voulu signifier en fait le sound designer, le metteur en scène, enfin bon, mais également le compositeur, tout cela analysé nous donne. Alors c'est intéressant parce que ça nous donne des clés en fait sur la narration, sur l'aspect sémantique. Et je dis bien sémantique parce que les gens me disent sémantique. Non, oui c'est sémantique parce que il y a du sens précisément pour le sonore. Et le sonore crée du sens à l'image, ou du contresens, raison artistique, et ça marche très très bien. Et quand on analyse ça avec nos oreilles, et on se dit, mais oui, il a voulu dire ça, c'est intéressant, et là du coup, je dirais qu'on devient plus intelligent quand on regarde un film par nos oreilles. Et ça permet de mieux comprendre en fait l'intention vraiment du réalisateur. Là, je me trompe en disant cela Non. Et en fait, un son doit suggérer, doit questionner, doit interroger, mais il ne doit jamais s'imposer. Voilà, pour moi, dans une narration. On a eu un film hier, par exemple, qui était, je ne vous donnerai pas le même, mais où la musique était vraiment insistante pour vous dire, attention, vous allez pleurer là maintenant, et on va vous faire pleurer, quoi. Et on voit le truc machin, le gros machin qui arrive, il en a trop frais, quoi. C'est trop fort, quoi. Donc du coup, on est déjà dans l'émotion avancée et préparée. Mais préparé vraiment d'une manière outrancière. Voilà. Et ça, c'est que du son, quoi, je veux dire. Et les gens se pleurent, évidemment, se mettent à pleurer. Et quand on écoute ça avec nos oreilles, donc quand on voit ça avec nos oreilles, on se dit, il en a fait un tout petit peu trop, là, du coup. Donc ça manque de subtilité. Et c'est là où, à la fin du film, on se dit, oh, alors, c'est pas un peu trop évident, tout ça. Non, c'est le son qui était trop évident, qui vous a fait avancer là où on voulait vous faire avancer. Et ça, c'est un des critères, justement, qui est le nôtre, qui est un des critères tout à fait importants dans l'appréciation de la bande-son. Il se trouve que parmi tous les critères que nous avions, il y a aussi la spatialisation, il y a tout ça, on ne rentre pas dans les détails, mais il se trouve que Gréco m'a dit, il y a encore un critère que j'ai bien voulu rajouter, et il va vous l'expliquer. Voilà, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est dans une bande-son, le côté excentrique, singulier, voire détourné. Parce que on peut faire une très belle bande-son en restant dans une forme académique, en mettant un thème larmoyant, là où il faut le mettre, mais quand on utilise des éléments qui ne sont pas du tout prévus pour cette séquence, et que quelque part, on emmène le spectateur dans une autre dimension, et que cette prise de risque, qui est en général une prise de risque qui vient du réalisateur, fonctionne, pour moi c'est un critère de créativité, de valorisation qui est très très fort. Et ça marche pas à tous les coups, parce que on le voit bien, il y a des musiques qui sont bancales par rapport au sujet qu'elles expriment, mais quand cette espèce d'excentricité, de singularité est choisi et fonctionne, mais ça peut aussi s'adresser au sound design. Il y a des sound design qui sont extrêmement inattendus et qui prennent plein de choses c'est un peu comme un parfum en fin de compte. Vous savez que dans les parfums il y a des choses qu'on ne sait pas, mais qui, quand on le sait, on se dit mais c'est pas possible. Je sais que dans certains parfums il y a des petites doses d'excréments qui existent, donc mais c'est pas en majorité bien entendu. Donc quand on construit une bande son avec des éléments qui donne une sensation qui, quand on l'écoute son image, est peut-être relativement en porte-à-faux, et quand on la met à l'image, ça fait quelque chose qui est symbiotique.
vraiment harmonieux. Et pour moi, c'est une grande qualité, ça. Et c'est des choix qui font alors apparaître ce que le cinéma a de plus beau, c'est la notion d'équipe. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent ensemble pour concourir à la même chose, faire une œuvre d'art. Donc, et ça passe par la compétence de chacun, orchestrée par le réalisateur. Et pour aller plus loin dans cette direction qui est pertinente, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, par rapport aux années 80, je veux dire, où le compositeur était un petit peu tout seul finalement à faire cette musique, on sent maintenant qu'il y a, et on en discutait avec Gabriel Yared l'autre jour, les limites entre la musique finalement et les effets spéciaux deviennent un peu ténues. On ne sait plus très bien si on est dans le sonore, je dirais, de création, ou bien on est dans la création musicale uniquement. Donc il y a une espèce de rencontre aussi qui est tout à fait intéressante, et d'ailleurs sur lequel les meilleurs compositeurs s'amusent énormément, parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller un peu plus loin, en direction précisément des ambiances sonores, car certains, et beaucoup, et je crois que Gréco en fait partie, n'ont pas de honte à rajouter quelquefois quelques éléments d'ambiance finalement dans leur musique. Et ça devient intéressant, parce qu'on n'est plus dans la musique classique, je dirais, avec tonal, etc., avec des gros machins. Non, on commence à rentrer dans la structure fine de l'expression musicale, de l'expression, je dirais, sonore, pour utiliser ce terme, je dirais, générique.